Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo concernant le contrat de travail. Alors, dans la première vidéo, nous avons parlé du contrat de travail. Nous avons défini ce que c'était qu'un contrat de travail. Nous avons vu ce qu'était le lien de subordination. Nous avons vu les obligations du salarié et de l'employeur. Et nous avons vu ce que signifie contrat à durée indéterminée. Donc, les objectifs de cette deuxième vidéo sont les suivants. Définir ce qu'est la période d'essai, définir les clauses particulières du contrat de travail, identifier les formes de rupture du contrat de travail et identifier les obligations à la fin du contrat de travail. La période d'essai, c'est quoi? C'est une période qui va débuter lors de l'embauche et c'est une période pendant laquelle l'employeur va pouvoir évaluer les compétences du salarié dans son travail. Et de notre côté, ça va permettre aux salariés d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Alors, cette période d'essai, la durée est variable en fonction de l'emploi qui est occupé, du poste occupé. Donc cette période d'essai commence le jour de l'embauche et donc se termine quelques mois après. Par exemple, pour un ouvrier non qualifié ou un employé, la durée initiale est de 2 mois. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette période d'essai? Le contrat de travail peut être arrêté à tout moment et sans motif de la part de l'employeur et du salarié. À noter que les heures travaillées sont payées si c'est à l'initiative de l'employeur. Mais en fait, pendant cette période, chacun un petit peu regarde pour savoir si l'autre lui convient. À présent, nous allons passer aux clauses particulières du contrat de travail. Donc nous allons voir principalement 3 clauses particulières. Alors une clause, c'est tout simplement un petit chapitre, un petit paragraphe que l'on rajoute dans le contrat de travail et dans lequel le salarié qui a signé le contrat de travail s'engage à respecter ces clauses particulières. Alors la première clause, il s'agit de la clause de résultat. Alors la clause de résultat, c'est quoi? C'est tout simplement le salarié s'engage à réaliser un résultat donné dans une période donnée. Donc l'employeur embauche le salarié pour atteindre un résultat. Alors ce résultat, s'il n'est pas atteint, l'employeur peut décider de se séparer de son salarié. La deuxième clause particulière que nous allons voir, c'est la clause de mobilité. Alors la clause de mobilité, c'est quoi? C'est tout simplement que le salarié accepte toute mutation dans un secteur géographique limité. Alors, ça veut dire quoi, mutation? Ça veut dire tout simplement que le salarié va changer de lieu de travail géographiquement.
Donc par exemple, c'est le cas des vendeurs qui travaillent dans une boutique, dans une ville, et puis qui peuvent être mutés dans une autre ville. Donc dans le contrat de travail, tout est prévu sur cette clause de mobilité et sur le secteur géographique qui peut être limité. Ça peut être limité à une ville, une région, ça peut être limité à un département et ça peut être limité au pays entier, voire dans d'autres pays. La troisième clause, c'est la clause de non-concurrence. Alors, celle-ci empêche le salarié d'exercer une autre activité, mais concurrente à celle de son ancien employeur. Donc, ça peut être par exemple le cas d'un conseiller financier dans une banque qui voudrait aller travailler dans une autre banque. Donc ceci, ça va servir à protéger l'employeur pour ne pas que le salarié parte avec les fichiers clients, par exemple, de l'ancienne banque. Alors, il y a quand même des conditions pour que cette clause de non-concurrence soit valide. Il faut tout de même qu'elle soit limitée dans le temps. C'est-à-dire que cette clause ne peut être valable, mais que pour un certain temps. Ça ne peut pas être valable indéfiniment. Donc il faut qu'elle soit limitée dans le temps, limitée dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus empêcher un salarié d'aller travailler dans un endroit qui géographiquement serait très éloigné du premier. Alors la limite se fait en fonction du poste qui était occupé. Et enfin, il faut qu'il y ait une contrepartie pécuniaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une contrepartie en argent. Alors, à savoir qu'il existe encore bien d'autres limites à la clause de non-concurrence. Nous ne rentrerons pas dans les détails, dans les autres détails des autres limites, mais le principal, c'est qu'elle soit limitée dans le temps, l'espace, et qu'il faut que ce soit en contrepartie d'une indemnité pécuniaire. Alors, quelles sont les formes de rupture du contrat de travail? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une rupture de contrat de travail? C'est tout simplement à partir du moment où le contrat de travail prend fin. Alors, nous avons déjà vu, ce n'est pas tout à fait une rupture de contrat de travail puisque nous avons déjà vu le cas de la période d'essai. Alors, dans le cas de la période d'essai, le contrat n'est pas rompu puisque le contrat, en fait, s'arrête. Chacun des parties peut arrêter le contrat à son initiative. Là, ce que nous allons voir, c'est quand l'un des deux parties, ou les deux, nous allons voir le cas aussi, décide de rompre définitivement le contrat de travail. Alors, les différentes formes de rupture, tout d'abord, elles peuvent venir à l'initiative de l'employeur. Ça veut dire que c'est l'employeur qui va vouloir arrêter le contrat de travail. Donc, les cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont tout d'abord le licenciement. Alors, celui-ci peut être pour motif personnel, c'est-à-dire que c'est un licenciement qui est inhérent à la personne du salarié. C'est-à-dire que le salarié, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et il est licencié pour un motif qui est personnel. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons plus en détail sur le licenciement personnel. Et le licenciement peut être économique. Alors, pour résumer, nous dirons que c'est lorsque l'entreprise ou l'organisation a un souci économique, elle peut licencier aussi son salarié et mettre fin au contrat de travail. Donc là, pareil, nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur les détails du licenciement économique. Ensuite, à l'initiative de l'employeur peut aussi rompre le contrat de travail tout simplement en mettant à la retraite son salarié. Mais le contrat de travail, donc,
peut être rompu aussi à l'initiative du salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui décide de rompre le contrat de travail. Alors, ici, comme à l'initiative de l'employeur, il y a aussi donc le départ à la retraite, qui fait partie des formes de rupture du contrat de travail. Et enfin, deuxièmement, il y a la démission. Donc la démission, c'est quand le salarié décide d'arrêter de travailler pour son employeur. Il existe un troisième cas qui est récent, qui est plutôt récent et qui date de quelques années. C'est quand la rupture du contrat de travail est à initiative à la fois du salarié et de l'employeur. Alors, on appelle ceci la rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle, c'est tout simplement les deux parties, c'est-à-dire le salarié et l'employeur, qui se mettent d'accord pour rompre le contrat de travail. Alors, pour ceci, il faut tout de même qu'il y ait la signature d'une convention par l'inspection du travail. Alors, quel est l'avantage de rompre conventionnellement le contrat de travail? Donc, pour l'employeur, ce n'est pas un licenciement. Le contrat de travail donc est rompu. Et pour le salarié, il continue à bénéficier de ses droits au chômage. Alors que dans le cadre de la démission, le salarié n'a pas droit aux indemnités chômage, puisqu'il ne perd pas son emploi, il décide de l'arrêter. Donc, une fois que le contrat de travail s'est arrêté, qu'il a été rompu, donc que ce soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, il incombe encore des obligations à l'employeur. Alors, l'employeur, il doit premièrement remettre ce que l'on appelle un certificat de travail. Donc, le certificat de travail, c'est tout simplement la preuve que le salarié a travaillé. Avec également le poste qu'il a occupé. Ensuite, il doit lui remettre ce que l'on appelle un reçu pour solde de tout compte. Sur ce reçu va être inscrit les derniers montants que le salarié percevra de l'employeur. Donc s'il reste par exemple des congés payés, s'il y a des indemnités à payer, etc. etc. Donc c'est sur ce papier que seront inscrits donc les dernières sommes qui seront perçues par le salarié. Et enfin, une attestation pour Pôle emploi. Donc Pôle emploi, c'est l'organisme qui s'occupe donc des personnes qui sont au chômage ou qui sont à la recherche d'un emploi. Donc l'employeur doit également remettre l'attestation qui sera délivrée à Pôle emploi. Voilà, donc nous venons de voir la deuxième partie de la vidéo sur le contrat de travail. Donc nous venons de voir ce qu'était une période d'essai. Nous avons vu les clauses particulières du contrat de travail. Nous avons vu les différents moyens de rompre un contrat de travail. Et enfin, nous avons vu les obligations en fin du contrat de travail. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.